Écoutez, c'est facile à dire, parce que si je vous disais que je n'ai pas été heureux de ce prix, je mentirais. On dit toujours que les musiciens sont très détachés de l'environnement, détachés de tout ce qui les flatte. Je ne pense pas que ça soit vrai. Je pense qu'on est très sensible, au contraire, au fait que un jury comme celui du prix a reconnu, et disons, ce que l'on a fait pendant une grande partie de sa vie. Je pense que c'est une reconnaissance qui me touche personnellement beaucoup, parce que je vois que tous les efforts que nous avons faits pendant un certain nombre d'années ne sont pas été inutiles, mais au contraire ont été productifs. Et non seulement par rapport à moi, mais par rapport à une génération et par rapport maintenant à d'autres générations. Je crois que dans la vie artistique, le secret suprême est de la générosité. Et quand cette générosité est reconnue comme faisant partie du monde musical, cela d'abord est flatteur, mais avant d'être flatteur, c'est surtout une reconnaissance qui fait plaisir. Je crois que la grande bataille, qui n'est pas encore gagnée, loin de là, c'est d'intéresser le monde en général à la création musicale. Vous savez, il m'a été donné de fréquenter, de connaître pas mal de gens dans un peu tous les milieux. Et je ne veux pas parler de ce pays, mais je parle du mien. Eh bien, il y a tellement peu de gens qui sont au courant de la vie musicale. Mais je ne parle même pas de la vie musicale d'aujourd'hui, c'est-à-dire de celle qui demande un effort, mais je parle de la vie musicale en général. Combien d'hommes importants vont dans des concerts, se présentent à des concerts pour faire une sorte de synthèse entre leur vie personnelle et la vie musicale. Très peu d'hommes publics sont cultivés musicalement. Et ça, je trouve ça un désastre, parce que tant que la musique ne sera pas considérée comme les autres départements de la culture, eh bien, il y aura toujours un manque terrible. Et je pense que ça s'adresse non seulement aux gens en général, disons à toutes les professions qui impliquent un effort intellectuel, mais aussi, je pense que dans l'univers de la société, dans la société, c'est quelque chose qui est très important, que la musique pénètre partout et pénètre à son meilleur. Écoutez la radio, et combien de fois, une radio quelconque, j'entends une radio publique, eh bien, combien de fois vous entendez parler de la musique vraiment, même, je ne dirais pas ça avec profondeur, mais avec intérêt. Il y a fort peu de population, dans le pourcentage de la population, qui est au courant de ce que font les musiciens. Et je trouve ça, oui, regrettable, et en même temps, je trouve ça triste. Et je crois que le vide à combler dans le futur, c'est en particulier l'éducation musicale, que la musique soit partie de la culture, comme par exemple la poésie, comme les mathématiques, comme tous les départements de la culture qui sont catégoriés comme importants. La musique n'est pas encore assez importante, et plus on fera pour la musique, mieux, je pense, évidemment c'est un peu égoïste, le monde se portera. Oui, bien sûr, je me sentais responsable, mais responsable d'abord avec très peu d'influence. Je crois qu'il faut être patient. La patience est une des vertus capitales de notre métier. Quand on n'a pas eu par exemple, quand une exécution n'a pas eu de succès, il faut recommencer. Oui, tout le monde se dispute les premières auditions. On dit, voilà, première audition de tel compositeur, première audition de tel compositeur. Moi, ce qui m'inquiète surtout, ce sont les secondes auditions, c'est-à-dire que la musique contemporaine, dans tous ses aspects,
passe au premier plan et que la création soit vraiment la préoccupation principale des organisateurs en particulier. Ce que je pense sur la musique en général, c'est qu'on doit être promoteur. Il doit y avoir le sens du combat. On combat non pas comme des ennemis, mais on combat comme avec des gens qu'on veut améliorer, dont on veut améliorer les possibilités. Et ça doit rester toujours au centre de l'activité. Vous savez, à mon âge, je pourrais me dire, maintenant j'ai fait beaucoup de choses, je reste tranquille et je regarde mon monde à moi. Et ça, je trouverais ça désastreux que même quand on est plus âgé, quand on a beaucoup d'expérience, on regarde cette expérience comme quelque chose du passé et non pas comme quelque chose du futur. Je pense qu'on doit toujours considérer l'activité créatrice comme une activité du futur et non pas une activité de thésaurisation du passé. C'est aussi plus difficile. Eh bien, je n'en sais rien, tout simplement. C'est aussi simple que ça, ma réponse, parce que si vous m'aviez posé, c'est la question que vous venez de me poser, en 1945, à la sortie de la guerre, je vous aurais répondu une réponse dont je me souviendrai plus aujourd'hui. Parce que on ne peut pas, disons, faire des réponses sur commande. Les réponses dépendent de l'environnement. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais simplement, je vous dirais que moi, je suis dépendant de la génération 1945, c'est-à-dire une génération à la sortie de la guerre qui regardait le monde avec des yeux différents. Nous ne voulions pas retomber dans les difficultés et les problèmes de l'intelligentsia d'avant 1939. Nous voulions créer un monde neuf. Et je pense que c'est ça qui est la caractéristique. Je ne suis au fond qu'un représentant de cette génération. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait le même effort de briser des tabous, d'être performant du point de vue de la définition de la nouveauté. Oui, on voulait redéfinir le monde. Et je crois que, aussi bien je vous aurais répondu ça en 1947, je vous l'aurais refait à chaque étape de ma vie. Refaire le monde. C'est complètement utopique, mais cette utopie est nécessaire quand on veut vraiment produire. Si on ne se pose pas comme but principal de prendre le monde à témoin et de le remodeler, on ne fait quelque chose simplement d'accessoire. Et je trouve que ce désir d'achèvement, ce désir de dépassement par rapport à aujourd'hui, c'est la chose qui fait fonctionner notre esprit et notre sensibilité. Et je pense que c'est ça le but de toutes les générations, personnifié en quelques caractères singuliers, mais c'est ça en général qui anime une nouvelle génération. Remplacer l'autre. Et je suis de l'avis qu'il ne faut pas ménager les sensibilités dans ce cas-là, mais au contraire les exciter par du nouveau. La jouer bien, expliquer ce que le compositeur a voulu faire et rejouer. Comme je disais, les secondes auditions sont plus importantes que les premières encore, parce qu'au fur et à mesure, voyez-vous, dans l'appréciation de la musique, il y a deux choses. Il y a la connaissance et il y a l'habitude. Alors, s'il y a trop d'habitude, il n'y a plus de connaissance. S'il y a trop de connaissance, il n'y a plus d'habitude. Et c'est les deux choses qui sont importantes. Donner à voir ce qui se passe, mais sélectionner en même temps ce que l'on a donné
pour que si la sélection puisse passer pour quelque chose qu'on doit prendre comme exemple. Je pense personnellement que si on est, comment dirais-je, si on initie des enfants à la musique contemporaine, au monde contemporain, au monde sonore contemporain, ce sont ces enfants qui ne seront pas, disons, troublés dans le mauvais sens du terme, par un monde inconnu, mais ils le connaîtront au fur et à mesure et ils feront le même chemin que le compositeur. Mais je trouve que le public en général doit faire le même chemin que le compositeur. Quand il y a un trou, on se demande pourquoi ça ne fonctionne plus. Eh bien, ça ne fonctionne plus parce qu'il y a un trou dans la connaissance, un trou dans la continuité du développement musical. Et c'est ça qu'il faut essayer de rattraper toujours au moment même où la création se fait. Le rôle du musicien vivant est pour moi de jouer sa musique. Je veux dire, je ne veux pas dire que tous les compositeurs soient des chefs d'orchestre, mais plus les compositeurs auront de relations avec la façon de faire la musique, je crois que ça changera beaucoup le paysage. Le trou de la connaissance est venu de ce que les musiciens composaient dans circuits fermés et uniquement pour eux-mêmes. Je trouve qu'il faut ouvrir ce cercle pour que le public en général comprenne ce qui se fait. Bon, c'est pas commode, je l'avoue. Il faut des qualités pédagogiques que tout le monde n'a pas. Donc il faut développer ces qualités pédagogiques de façon à ce que la majorité du public comprenne ce qui se passe. Nous essayons par exemple à Chicago de faire des programmes intéressants. Et c'est ainsi que récemment, nous avons fait un programme qui comportait en première partie le Pierrot lunaire, jamais joué dans les organisations symphoniques, et l'histoire du soldat, qui est très souvent jouée, et pas non plus dans les organisations symphoniques. Je trouve d'abord que c'est une question de répertoire, du point de vue pratique. Les œuvres qui sont peu connues, ou mal connues, ou pas jouées du tout, il faut les mettre au premier plan, mais accompagnées non pas d'explications, qui peuvent être embêtantes et au contraire repoussantes, mais faire valoir quel était l'environnement social, quel était l'environnement musical, quel était l'environnement instrumental. Et là, les gens commencent à s'intéresser parce qu'il y a un côté artisanal qui est vraiment très capital. Donc, pour moi, c'est relier le monde de la musique classique au monde de la musique actuelle. Et ça, c'est une activité pédagogique que tous les organisateurs de concerts dont ils devraient se soucier. C'est pas commode, mais ça peut exister. Et surtout que chacun ne soit pas enserré dans sa propre boîte. Il y a la boîte baroque, la boîte classique, la boîte moderne, et chacun choisit sa boîte et reste dans sa boîte. Ce n'est pas de la culture, c'est de la spécialisation. Et cette spécialisation est très nocive pour la compréhension de la musique. Moi, je veux pouvoir avoir en effet écouté Monteverdi avec beaucoup d'intérêt, mais je veux pouvoir aussi écouter Stockhausen avec le même intérêt. Et ça paraît des noms qui ne s'accordent pas. Ils peuvent s'accorder si on les présente convenablement. Mais si on se débarrasse de Stockhausen parce qu'on a un cahier des charges et qu'on retourne Monteverdi parce que c'est ça qui vous fait plaisir avant tout, je trouve que ça c'est un manque de culture profondément nocif. Oui, j'ai beaucoup aimé Klee et je l'aime encore, je dois dire, parce que c'est un homme qui a réfléchi sur pourquoi fait-il ces tableaux, comment les fait-il, et il y a un cours
du Bauhaus qui révèle tout cela, qui a été publié comme un facsimilé du manuscrit, qui révèle comment Klee procédait avant de se livrer à un tableau. Et je dois dire que regarder ces cours, si je peux dire, les revivre, tâcher de les revivre, ça m'a appris beaucoup sur la musique, plus que beaucoup de musiciens m'ont appris sur la musique, parce que je vois le processus de création. Et c'est ça qui est important, c'est le processus de création. Si vous copiez seulement, si vous imitez Klee, ça n'a aucun intérêt. Si vous imitez Picasso, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi Klee a créé son univers, comment il l'a créé. Ça, c'est intéressant. Et ça, on peut en profiter. Et en général, ça vous pousse justement vers l'inconnu, vers ce que j'appelle la transgression. L'univers d'un compositeur, c'est la transgression. Chez nous, en musique, il y a beaucoup de transgressions possibles, surtout avec la nouvelle technologie, la technologie électronique. On a toujours utilisé, depuis le tempérament un peu tempéré, le tempérament des 12 sons, on a beaucoup utilisé le chromatisme des 12 sons, sans s'occuper d'un autre univers. Mais maintenant qu'on peut, avec la technologie, avoir un univers beaucoup plus raffiné, beaucoup plus divisé même, ça c'est intéressant. Et ça, le musicien doit s'en emparer. Il doit s'emparer de la définition de l'espace, qui était très sommaire auparavant, toujours un groupe et un autre, les joueurs, les écouteurs, si je peux dire. Eh bien, cette dimension doit exister autrement, beaucoup plus vivante. Ça, c'est un travail qu'on peut faire, etc., etc. C'est-à-dire que dans chaque domaine, il y a possibilité pour le musicien de découvrir des choses qui sont nouvelles. Et ça, il faut qu'il ait le sens de la transgression et de l'organisation. Mais que l'organisation ne doit pas être conçue pour elle-même, mais comme un adjuvant pour réaliser la transgression qu'on voulait réaliser. C'est un peu abstrait, je l'avoue, mais pour moi, ce sont des choses, ce sont des notions très concrètes. Oui, j'envie beaucoup les peintres, je veux dire, ou tout ce qui est art plastique. Parce que les arts plastiques sont sortis de leur cocon, sont sortis de leur foyer. Pourquoi? Parce que, surtout en France, tout ce qui est visuel est plus facilement adapté et adopté que tout ce qui est musical, tout ce qui est sonore. Comment y remédier? C'est difficile de dire. Il y a différentes méthodes, il y a différentes possibilités. Mais la possibilité, c'est de rendre compte justement de l'originalité de la pensée, de ce qui peut relier la musique aux autres arts, de ce qui peut, quoiqu'on ne peut pas exagérer non plus, parce que si on compare un tableau, disons, de Mondrian et une œuvre de Webern, on voit des relations, mais ce sont des relations qu'il faut voir d'une façon exhaustive, c'est-à-dire de ne pas simplement essayer de mettre une œuvre à côté d'une autre, mais de mettre les deux œuvres dans le même foyer. Et ça, c'est très difficile. Ça exige des qualités pédagogiques qu'on ne trouve pas toujours parce qu'elles sont mal cultivées. Si on cultivait la culture musicale comme on a cultivé la culture picturale, eh bien, le public serait plus au courant. Cela ne veut pas dire que je n'accepte pas les réactions négatives. Surtout tout de suite après la guerre, il y avait des réactions négatives au concert de musique contemporaine. Des réactions négatives qui étaient des réactions en général de moquerie ou de colère. Et bien sûr, je comprends ça, parce qu'ils avaient l'impression qu'on se moquait d'eux vraiment avec des œuvres qu'ils ne comprenaient pas. Mais au fur et à mesure qu'il y a des programmations qui ont été faites dans le sens de la connaissance du répertoire, dans le sens de la connaissance des nouvelles choses,
eh bien, les réactions étaient vraiment très différentes. Et il y a eu cet effort de compréhension d'un côté en disant, si un tel interprète joue cette musique, c'est qu'il doit trouver qu'elle a des qualités. Et là, la conviction fait beaucoup. Mais voyez-vous, je ne veux pas être critique non plus vis-à-vis de toutes les organisations. Elles se débrouillent comme elles peuvent parfois dans des circonstances difficiles. Mais si je regarde les programmes des orchestres, comme les programmes des solistes qui donnent des récitals, c'est très difficile de penser qu'ils participent à une vie intellectuelle. Ils jouent souvent toujours le même répertoire, toujours dans la même période de temps, et ils ne font pas d'effort dans leur propre sens avant de faire un effort dans le sens du public. Donc, je trouve que là, les interprètes ont tout de même une tâche qui devrait leur être rappelée de temps en temps. Pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui font un effort énorme, mais pour la plupart qui ne font pas d'effort du tout et qui essayent de survivre. Bon, je ne leur reprochais pas de survivre, mais je leur reprocherais de survivre sans air nouveau, sans avoir un sens de la respiration nouvelle. Donc, c'est un travail quotidien qu'il faut refaire chaque fois, et un travail d'éducation. D'abord, dans le monde très spécialisé de l'interprétation, ensuite dans le monde moins spécialisé, et même pas spécialisé du tout, de l'interprétation des œuvres. Les motivations sont très simples, c'est d'être intéressé par tout ce qui se fait de neuf. Et vous savez, il n'y a rien de plus satisfaisant que de découvrir un nouveau talent. C'est comme un enfant. Vous voyez quelqu'un qui, à 18, 20 ans, fait des choses qui vous marquent, qui vous frappent, mais qui sont encore pas réussies parce que, ou bien il n'a pas la technique voulue, ou bien sa pensée n'est pas encore assez mûrie, mais on voit l'origine du don. Et quand on rencontre quelqu'un de doué, moi je trouve, enfin, je ne suis pas comme un sourcier, quand même pas, mais ça me fait plaisir de pouvoir pousser ce don plus vite qu'il n'aurait grandi s'il avait été resté seul. Vous êtes là, je vous ai dit déjà en commençant que pour moi le principal don d'un interprète, c'est la générosité. Mais c'est cette générosité qui me pousse à être intéressé à entendre les choses nouvelles. J'ai mon esprit critique, mais je dis, c'est nouveau, il faut soutenir, absolument. Et c'est comme ça que j'ai passé ma vie, et je ne changerai pas. C'est trop tard pour changer. Mais tout, je m'y suis consacré vraiment aussi complètement, mais elle m'a apporté des satisfactions que je n'aurais jamais eues autrement. Parce que mes dons étaient dans cette direction-là et que mes dons étaient satisfaits. La plupart du temps. J'ai aussi fait des œuvres qui étaient pas réussies, mais elles m'ont aidé à progresser. Que ce soit le côté négatif ou le côté positif, j'ai toujours essayé d'en tirer une sorte de bénéfice personnel. Et je crois que j'ai été sévère avec moi-même par moments, comme avec les autres d'ailleurs, mais je pense que la sévérité augmente votre potentiel. Voilà ce que je pourrais vous dire.